Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à la mesure de la circularité. Je suis Sarah Bonnet, directrice de la communication de Circulaire et aujourd'hui je suis aussi en présence de Quentin Trésignac, principal chez Circulaire et de Maëlle Monet, managing consultante. On va rapidement faire un point sur l'agenda du jour. Donc, nous allons commencer par vous présenter les travaux que nous avons réalisés dans le cadre de l'année 1 de notre coalition consacrée à la mesure de la circularité. Et ensuite, nous viendrons sur différents cas d'usage que nous avons réalisés sur l'année 2 avec BNP, EDF et Veolia. Nous partagerons ensuite les différents enseignements de ces cas. Et enfin, nous conclurons avec les grands axes que nous allons creuser dans le cadre de l'année 3 de la coalition. Et je laisse maintenant la parole à Quentin. Merci beaucoup, Sarah. Donc, effectivement, pour commencer, je vais vous donner un tout petit peu de contexte sur la démarche, le contexte de cette coalition autour de la mesure de la circularité. Tout d'abord, Circulaire, nous accompagnons les entreprises et les organisations publiques dans leur transition vers l'économie circulaire. On le fait au travers de différents moyens, de la circulation, du conseil, mais également, du coup, depuis quelques années, nous avons établi et priorisé une logique de coalition sur des enjeux. On estime que la logique de conseil bilatéral n'est pas possible et qu'il faut mettre toute une industrie ou plusieurs acteurs autour de la table pour réfléchir ensemble et déployer les solutions nécessaires à la transition vers l'économie circulaire. Chaque année, nous interrogeons, nous avons également donc, le Club Circulaire qui rassemble des grands groupes de l'économie, également des solutions de l'économie circulaire au sein d'une dynamique événementielle, mais voilà, de partage, de rencontres. C'est également du coup un réseau ainsi qui est formé autour de la thématique de l'économie circulaire. Et c'est un réseau que nous solliciterons une fois par an, chaque année, en début d'année, pour comprendre et prendre la température des problématiques des entreprises, des grandes entreprises aujourd'hui en France et en Europe autour de l'économie circulaire. En 2022, en janvier 2022, lorsque nous avions sollicité le réseau du Club Circulaire sur les thématiques en cours et les préoccupations actuelles des entreprises autour de l'économie circulaire, la thématique de la mesure de la circularité avait émergé comme thématique prioritaire pour les entreprises, et ce qui avait initié du coup une année de travaux de notre côté, on va dire d'affinage, affiner voilà, ces préoccupations, comprendre quelles étaient les problématiques des entreprises autour de cette thématique de la mesure de la circularité. Suite à quoi, à la fin de l'année, nous avions donc fait un webinaire un peu récapitulatif de l'ensemble des travaux qui avaient été réalisés, les conclusions de ces travaux. Et au cours de ce webinaire, nous avions annoncé notre intention, suite à tous ces travaux, d'initier une coalition sur un format donc think tank autour de la mesure de la circularité. Je parlais justement des besoins des entreprises qui y ressortaient. Globalement, voilà, 3 besoins essentiels qui ressortaient. Un besoin de définir l'économie circulaire et de parler un langage commun. Il faut vous dire qu'en 2022, on était avant l'application de certaines normes, je pense notamment aux normes ISO 59000 qui ont apporté justement des éléments sur ce sujet, mais c'était ce constat d'une absence de langage commun et d'un manque de standardisation des KPIs de mesure de la circularité. Une difficulté aussi pour les entreprises d'informer sur la circularité, de communiquer autour et de valoriser l'économie circulaire. Sur valoriser, évidemment, il y a la question des ponts à faire entre les politiques, les stratégies climatiques et les stratégies d'économie circulaire, et la difficulté à faire justement les parallèles et les mettre en corrélation, mais également, d'un point de vue économique, une difficulté à valoriser financièrement les modèles d'affaires circulaires. Ça, plus effectivement sur informer, sur des logiques de reporting, mais aussi sur des logiques de communication consommateur, le fait de pouvoir apporter des éléments clairs, légaux sur la communication externe autour de la circularité. Bref, un ensemble de problèmes qui rendaient la communication finalement, au-delà des enjeux de mesure, qui rendaient la communication compliquée autour de l'économie circulaire. Et c'est donc face à ces besoins que nous avons lancé une première année de travaux dont l'objectif était donc d'identifier des indicateurs clés pour mesurer la circularité et évaluer la pertinence des modèles économiques circulaires. Donc ça, c'est une particularité, j'y reviens dessus dans une seconde,
afin de se donner des méthodologies, des lignes directrices pour toute entreprise. Ça, c'est une dimension très importante. L'objectif de ces travaux, c'est de fournir des éléments à tout type d'entreprise, peu importe sa taille, et y compris pour les petites entreprises qui pourraient justement manquer d'éléments sur le sujet, quelle que soit sa taille ou son secteur, et sur la manière de les utiliser. Deux groupes de travail avaient émergé de cette ambition initiale. Un premier groupe autour de la logique de comment mesurer la circularité, avec l'objectif de identifier les indicateurs clés de la mesure de la circularité et de permettre à toute entreprise d'engager ses chaînes de valeur amont et aval dans leur transition circulaire. On avait, du coup, à l'issue de ces travaux, identifié 12 indicateurs issus de 3 références de l'économie circulaire pour constituer une première liste d'indicateurs qui nous paraissaient essentiels pour mesurer la circularité. La dimension d'identifier les indicateurs est vraiment centrale dans nos travaux, puisque un de nos constats de l'année préliminaire de travaux, d'affinage des constats initiaux, était que sur la question de la mesure de la circularité, la problématique n'était pas tant une absence d'indicateurs, mais plutôt un trop-plein d'indicateurs. Ce qu'on a constaté qu'en fait, il y a énormément d'indicateurs déjà existants, et la question était plutôt de savoir lesquels utiliser. Donc on s'est fixé pour objectif au sein de cette fabrique de ne pas créer de nouveaux indicateurs, pour ne pas ajouter au bruit ambiant et au nombre d'indicateurs disponibles, mais plutôt de faire ce travail d'identification, de priorisation, de sélection des indicateurs qui nous paraissaient essentiels pour former une sorte de base de langage commun sur la question de la mesure. Donc ça, c'était comment mesurer la circularité. C'est des indicateurs, je vous présenterai dans une seconde, mais c'est les indicateurs de la circularité auxquels on va penser naturellement quand on parle de circularité: consommation de matériaux, utilisation de matières premières, secondaires, valorisation des déchets, tout un ensemble d'indicateurs finalement que l'on a intuitivement en tête quand on pense circularité. Le deuxième groupe de travail est aussi important, il apporte une petite originalité aux travaux. Le deuxième groupe de travail que vous voyez à votre droite, c'est le pourquoi mettre en place des modèles circulaires, le pourquoi face au comment. Et là, de ce côté-là, on s'intéressait plutôt aux impacts finaux de l'économie circulaire, et que l'intuition que l'économie circulaire, finalement, n'est qu'un moyen pour poursuivre des objectifs finaux, donc d'impacts économiques, sociaux, environnementaux, et donc qui sont les garants de la pertinence de l'économie circulaire au regard donc des enjeux du développement durable, qui a été le cadre de référence choisi, et donc qui a abouti à la sélection de 21 indicateurs issus de 3 références à nouveau, des indicateurs qui permettent de mesurer les impacts environnementaux, économiques et sociaux. Et avec les deux groupes de travail, du coup, cette possibilité de mesurer à la fois sa circularité, mais comment est-ce que cette circularité se traduit justement en impact finaux. Je ne vais pas repasser dans le détail tous les indicateurs qui ont été choisis lors de dans ces deux listes, donc de 12 plus 21 indicateurs. Pour donner quelques exemples choisis, ici on est dans les 12 indicateurs sur le premier groupe de travail, le comment, consacré vraiment à la mesure de la circularité en soi. On retrouvera par exemple le premier indicateur sur la consommation de ressources qui est issu de la CSRD, donc le poids total en tonnes ou en kilos global des produits et des matières techniques et biologiques utilisés au cours de la période de référence. Mais on retrouve aussi des indicateurs peut-être un peu moins connus, notamment dans la partie que vous pouvez voir en bas sur le modèle économique, appréhender le degré de circularité d'une organisation non pas par ses flux matériels, mais par ses flux financiers. Et donc on pourra s'intéresser par exemple sur la thématique du découplage, à l'indicateur sur la productivité des matériaux, qui nous vient donc de la norme ISO, qui fait un rapport intéressant la valeur ajoutée d'une entreprise par le chiffre d'affaires et les flux entrants en matériel. Donc c'est un indicateur qui est à la fois théorique, qui ne correspond pas vraiment à une réalité matérielle. En revanche, il décrit de manière très efficace le modèle d'affaires d'une entreprise et la circularité justement de ce modèle d'affaires. C'est une très bonne manière d'appréhender le degré de circularité d'une organisation. Le groupe de travail numéro 2, je vous l'ai dit, donc il y a 3 impacts finaux: l'environnement, l'économique et le social. Ont été retenus des grands frameworks
partagés sur ces enjeux en rapport avec le développement durable. Donc pour l'environnement, c'est des proxys, des indicateurs proxys qui nous permettent, selon nous, d'appréhender l'impact des entreprises et des organisations sur les limites planétaires, si vous êtes intéressé. Sur la partie économique, on a pris des indicateurs, on a interprété l'économique au sens de la performance économique d'une entreprise et non pas au sens de la macroéconomie. Donc, on retrouvera des catégories d'impact avec des impacts sur l'évolution des activités de l'entreprise, sur la rentabilité de l'entreprise ou sur la résilience de cette entreprise. Et enfin, la partie sociale qui nous vient fortement par exemple, de l'UNEP et des ACV sociales, avec des catégories d'impact aussi variées que l'accès aux ressources matérielles, l'impact sur l'emploi local, l'accès aux ressources immatérielles, le salaire équitable, tout un ensemble de catégories d'impact qui nous semblent cruciales pour appréhender cette dimension qui est souvent mise de côté dans les études d'impact de l'économie circulaire. Voilà. Je ne reviendrai pas dans le détail de tous les indicateurs. Tous ces indicateurs sont disponibles dans le rapport de l'année 1 qui est disponible gratuitement sur le site internet de Circulaire. Je vous encourage à aller lire ce rapport. Il existe sous un format synthétique que vous pouvez partager au sein de vos équipes, mais également, évidemment, sous la forme de rapport complet, beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé, mais voilà, pour les intéressés, pour les nerds de la mesure d'impact, vous y trouverez probablement des indications, des réflexions intéressantes qui pourront nourrir vos propres réflexions. Je vais maintenant passer la main à Maëlle, qui donc, va vous donner un peu plus de contexte pour rentrer dans le contexte justement de cette année 2 de travaux que nous venons de terminer. Merci beaucoup, Quentin. Et du coup, sur cette base de ces listes d'indicateurs, l'objectif, c'était de mesurer la robustesse et l'aspect opérationnel de l'application de ces indicateurs sur des études de cas. Donc, l'ambition de l'année 2, c'était de réaliser des études de cas concrets de modèles économiques circulaires en appliquant ces listes d'indicateurs. Donc, pour rappel, la première liste d'indicateurs qui sont des indicateurs circulaires, et la deuxième liste des indicateurs qui vont permettre d'analyser si cette circularité répond aussi aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Dans le but, bien sûr, de prouver que ces projets qui se disent circulaires le sont effectivement et qui sont pertinents d'un point de vue environnemental, économique et social. 3 objectifs sous-jacents de cette année 2. Bien entendu, c'est d'appliquer et de comprendre si cette liste d'indicateurs fonctionne, de la faire évoluer éventuellement et de la compléter en donnant des indications pour aider l'application de ces indicateurs sur une étude de cas concrète. Identifier des liens entre le niveau de circularité et les bénéfices de l'économie circulaire. Et bien sûr, sur ces études de cas qu'on va tester, faire des recommandations pour accélérer la transition circulaire et maximiser les impacts positifs de l'économie circulaire. Donc pour ça, on a appliqué cette méthodologie et ces listes d'indicateurs sur 3 études de cas. 3 études de cas. La première sur un chantier éco-responsable d'installation de bornes de recharge qui se trouvait à Lyon en partenariat avec EDF. On a aussi appliqué cette liste d'indicateurs sur le projet de plateforme Life to Life, qui est en fait une marketplace d'achat et de location d'équipements de seconde main en interne chez Veolia. Et enfin, on a appliqué cette liste d'indicateurs sur un service de gestion de cycle de vie B2B pour des flottes de matériel IT dans le cadre du joint venture avec BNP Paribas et Freestyle IT. Son micro est coupé, Quentin. Bien vu. On va maintenant vous parler un peu plus de détails du coup de ces 3 études de cas. Avec un peu plus de détails, on ne donnera pas tous les détails puisque, pour rappeler l'agenda, dans la section suivante, nous vous donnerons les apprentissages justement en termes d'économie circulaire, mais aussi en termes de méthodologie de ces 3 études de cas. Donc ici, on va présenter juste on va se concentrer plutôt sur le contexte et sur les résultats. Donc tout d'abord, moi, pour vous parler un petit peu de l'étude de cas EDF. Donc effectivement, le contexte, c'est un chantier qui a eu lieu en 2021 à Bron
autour de la mise en place donc de bornes de recharge électrique pour véhicules. Et c'était un chantier test, avec l'objectif de le rendre aussi vertueux que possible et de en faire une sorte de pilote d'un chantier éco-responsable. Ce qui était évidemment très intéressant pour nous, c'était que ce chantier pilote s'est accompagné de tout un ensemble de mesures pendant le chantier qui nous ont facilité après coup évidemment nos propres enjeux de mesure. Du côté de la circularité, il y avait tout un ensemble de thématiques environnementales et sociales qui étaient traitées, qui rentraient dans le scope de ce chantier. Nous, ce qui nous intéressait d'un point de vue de l'économie circulaire, c'était la réduction des flux entrants, la réduction des matières consommées et qui s'accompagnait de tout un ensemble de logiques de coopération des acteurs qui ça pourrait s'apparenter à une forme de symbiose industrielle, une logique de valorisation systématique des flux sortants et des déchets, ainsi que quelques autres stratégies circulaires déployées lors du chantier. Donc les trois objectifs qui sont finalement les objectifs des trois études de cas, c'était de regarder et analyser la performance de circularité du chantier, d'analyser du coup les facteurs clés de succès en termes de circularité, les leviers de progrès, et puis confirmer que l'exemple est circulaire. Ici, pour terminer sur le contexte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le produit, avec des guillemets évidemment sur le produit qui a été étudié, c'était la réalisation du chantier en lui-même, le chantier en tant que dynamique, et non pas le produit fini qui serait la borne électrique installée. La raison de cette nuance qui est importante à comprendre, c'est que quand on dit confirmer que l'exemple est circulaire, un des constats qui a été fait, c'est que c'est dur de trancher de manière absolue de ce qui est circulaire, ce qui ne l'est pas. C'est un sujet théorique très complexe. Et donc, on s'est plutôt inspiré pour nos méthodologies des logiques d'ACV comparatives. Et donc, pour les trois études de cas, on a défini à chaque fois deux scénarios. Un scénario qui représentait le standard qu'on qualifiait de linéaire, le standard d'industrie. Comment est-ce que l'industrie procédait de manière systématiquement, forcément toujours assez linéaire. Et du coup, notre étude de cas qui se revendiquer de la circularité, et donc on mesurait, on comparait les deux avec l'objectif de comprendre en quoi est-ce que l'étude de cas était plus circulaire que du coup le standard d'industrie. Je reviens à cet enjeu de produit étudié. Ici, si on regardait que le produit fini, à savoir la borne installée, dans les deux cas, dans le scénario linéaire, le standard d'industrie, ou le scénario circulaire, le produit final, la borne installée est peu ou prou la même. Il y aurait quelques enjeux, éventuellement des matières qui ont été utilisées au niveau du béton, tout ça. Mais en soi, le produit serait quasiment le même. Là, ce qui nous intéresse évidemment, ce qu'on va étudier en termes de circularité, c'est bien le chantier en lui-même. Je passe rapidement sur ce sur ce visuel qui nous a été donc fourni par EDF, qui décrit un peu l'ensemble des mesures bas carbone et circulaires qui ont été déployées sur le chantier. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt en bas à gauche la question du moins de bitume, qui a eu un gros impact sur la quantité des matériaux utilisés dans le chantier. Mais du coup, pour aller directement sur l'enjeu des résultats, on a pu constater, donc à l'échelle de cette étude de cas, effectivement que ce projet éco-responsable, pilote de circularité, se traduisait effectivement par des gains circulaires et environnementaux. Donc on a pu constater notamment une réduction notable de l'usage de ressources fossiles, avec 24% de matériaux utilisés en moins. Et ça, notamment, c'est ce que je mentionnais autour de moins de bitume, c'est l'usage d'un seul enrobé, qui a été rendu possible, c'est ce que je disais à nouveau, par la coopération des acteurs, ce qui évidemment a des apprentissages économiques sur les pratiques d'entreprise qui sont à prendre en compte, mais également des équipements complètement électrifiés au niveau des Minitel, des marteaux-piqueurs, tout ça, qui réduisent la dépendance aux énergies fossiles, et un usage, au-delà de la réduction simple, mais aussi un usage plus important de matériaux recyclés, notamment dans les terres de remblai. Il faut se dire que
Ce projet date de 2021 et la pratique n'était pas encore aussi diffusée qu'elle l'est aujourd'hui. Et sur les gains environnementaux qui en ressortent, on a pu voir que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 26% par rapport à un chantier thermique classique. La consommation d'eau totale, elle, a diminué de 13%. L'impact sur les cycles biogéochimiques qu'on a approximés notamment par l'eutrophisation ont été réduits de 38%. Et enfin, des pollutions locales avec des impacts notamment sur la santé avec les particules fines ou sonores ont été réduites avec des impacts du coup réduits pour les riverains, puisqu'il s'agissait évidemment d'un chantier urbain. Et on ajoutera à ça 25% de déchets produits en moins. Maëlle, je te passe désormais la main pour la deuxième étude de cas, son contexte et ses résultats, l'étude de Veolia. Merci Quentin. Du coup, pour rappel et vous rappeler un peu le périmètre, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Quentin? Donc, Veolia a lancé une plateforme en 2022 qui s'appelle Life to Life, qui est une marketplace interne et qui a pour objectif de favoriser le partage et la vente ou la location même d'équipements de seconde main en interne. Sur cette plateforme, tous les salariés de Veolia peuvent déposer des équipements industriels, des équipements mobiles, des fournitures de bureau, du matériel informatique, etc. Du matériel dont ils n'ont plus besoin et qui vont pouvoir revendre ou partager la location avec d'autres salariés du groupe. Donc, il y a un vrai objectif pour Veolia de maximiser le réemploi au sein du groupe, tout en réduisant, bien sûr, les impacts environnementaux grâce à la diminution des achats neufs en faveur des produits de seconde main. On a choisi cette étude de cas avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est analyser bien sûr la performance de circularité de la plateforme. Est-ce que cette plateforme fonctionne bien? Est-ce qu'elle se veut circulaire? Et bien sûr, identifier les facteurs clés de succès et les leviers de progrès pour aller encore plus loin vers la circularité au sein de Veolia. Pour étudier cette plateforme, et comme Quentin l'a évoqué juste avant, on a adopté une approche d'analyse de cycle de vie, une démarche d'analyse de cycle de vie. Donc, on a essayé d'avoir un périmètre sur lequel on allait pouvoir se baser. Comme c'est une plateforme qui a été lancée en 2022, on s'est basé sur l'année 2023 qui nous paraissait représentative des ventes sur cette plateforme. Il y a énormément de produits, catégories de produits qui sont vendus sur cette plateforme. On a pris le parti d'identifier les produits qui représentaient, en tout cas qui étaient le plus représentatifs des ventes sur la plateforme et étudier ces produits et l'impact de ces produits qui allaient être déposés sur cette plateforme. In fine, on a identifié 4 catégories de produits qui étaient majoritairement vendus: les pompes, suppresseurs, compresseurs, des engins de chantier, des camions utilitaires et des équipements de branchement. Donc, sur ce périmètre-là, qui est donc la plateforme Veolia en 2023 sur cette catégorie de produits, on va étudier les impacts de cette plateforme et bien comprendre si oui ou non cette plateforme est circulaire. Si je rentre un petit peu plus loin sur le périmètre de l'étude, comme Quentin l'évoquait, aujourd'hui, on ne sait pas dire ce qui est circulaire ou non dans l'absolu. On a donc étudié ce périmètre au regard de 2 scénarios, un scénario linéaire et un scénario circulaire. Pour identifier et pour comprendre si oui ou non cette plateforme est circulaire, on a défini une unité fonctionnelle, étant donné qu'on suit une approche d'analyse du cycle de vie, qui était donc de mettre à disposition d'un salarié indifférencié Veolia un équipement maintenu au standard Veolia à la date de 2023 moins UM. UM étant sa durée de vie, puisque, comme on vous l'a évoqué précédemment, on a étudié 4 catégories de produits différentes qui ont elles-mêmes des durées de vie qui sont différentes. Donc, au regard de l'année 2023, on a étudié les cycles de vie des différentes catégories de produits qu'on vous a présentés juste avant. Dans le scénario linéaire, le produit va être acheté neuf, il va être utilisé au standard de Veolia pour une certaine durée de vie de produit. Quand le salarié n'en aura plus besoin, dans le cas linéaire, il n'y aura pas de plateforme Veolia disponible. Donc, le produit va s'arrêter là en termes de fin de vie Veolia et le salarié va soit stocker le produit, soit le revendre à des brokers, soit le mettre en déchetterie, voilà, telles que sont faites les pratiques au sein de Veolia. Dans le cadre du scénario circulaire, ces mêmes catégories de produits vont être achetées neuves, elles vont être utilisées au standard Veolia.
Néanmoins, à la fin de la première vie de ces produits-là, les produits ne vont pas être mis en fin de vie, mis au rebut ou revendus chez des brokers, mais ils vont être déposés sur la plateforme Life to Life, ce qui va permettre aux salariés d'étendre et d'optimiser la durée du produit encore pour quelques années. Et seulement en fin de seconde vie, quand vraiment le produit n'est plus utilisé, n'est plus utilisable, il va être mis au rebut, il va être vendu, etc., de la même manière qu'il le sera dans le scénario linéaire. Donc, la principale différence, finalement, sur les deux périmètres qu'on va étudier, c'est que dans le scénario circulaire, on va optimiser la fin de vie et on va déposer le produit dans sa fin de première vie sur la plateforme Life to Life, alors que dans le scénario linéaire, on n'a pas de plateforme Life to Life. Ce qui va nous permettre de se dire si oui ou non, on a un vrai bénéfice circulaire ou pas de déposer ces produits sur la plateforme Life to Life. Et donc, sur ces constats-là, on a pu faire différentes analyses et retirer quelques enseignements dont on partage les principaux ici. Le premier gros enseignement, c'est qu'on a un usage plus efficace des matières premières. Le passage du scénario linéaire au scénario circulaire que je viens de vous présenter va permettre une réduction de consommation de ressources de 12,7%. Pourquoi on a ce gain? Parce que finalement, si on regarde le scénario linéaire, on va utiliser le produit dans une certaine durée de vie. On ne va pas forcément utiliser le produit sur l'entièreté de sa durée de vie technique. J'insiste sur cette notion qui peut être différente. On a vraiment une durée de vie technique. En revanche, le salarié chez Veolia ne va pas forcément utiliser le produit dans l'entièreté de sa durée de vie technique pour différentes raisons. Peut-être la fin d'un chantier, l'annulation d'un chantier, ou j'ai acheté ces produits-là en surstock, mais j'en ai pas besoin. Donc, je vais le mettre en fin de vie. Néanmoins, sa durée de vie technique n'aura pas été optimisée, n'aura pas été utilisée dans son entièreté. L'avantage de cette plateforme-là, c'est qu'elle va permettre d'optimiser sa durée de vie technique. On ne va pas allonger sa durée de vie technique puisqu'on n'est pas sur des méthodologies de reconditionnement. Néanmoins, un produit qui, normalement, pourrait être utilisé, mais pour lequel je n'ai plus besoin, je vais pouvoir en faire bénéficier un salarié. Donc, en fait, cette consommation de matière qui aura été nécessaire pour produire ce produit neuf, elle va être optimisée pour une durée de vie qui est plus longue. On va donc avoir une consommation de matière qui sera plus optimisée et qui sera moins impactante sur l'entièreté de la durée de vie du produit. Et c'est sous-jacent aussi, on a une durée de vie moyenne des produits qui vont être allongés de plus de 10% grâce à la plateforme, puisque dans un modèle linéaire, les produits vont être souvent écartés avant la fin de vie technique, alors que dans le modèle circulaire, je vais prolonger l'heure d'usage et je vais optimiser la durée de vie. Et c'est d'autant plus le cas pour des produits pour lesquels il n'y a pas de filière de gestion de fin de vie. Si on regarde sur le scénario linéaire, et notamment pour les engins de chantier et les camions, on a des filières, notamment des reventes ou des brokers qui vont racheter ces catégories de produits et qui vont les réutiliser, les revendre sans faire de grosses questions de reconditionnement. En revanche, pour les pompes surpresseurs, compresseurs, par exemple, on n'a pas de filière qui est développée. Donc, optimiser cette durée d'usage en interne, elle va être d'autant plus intéressante pour des produits pour lesquels des filières de reconditionnement ou des filières de réutilisation n'existent pas aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, c'est assez lié avec la consommation de matière. D'un point de vue environnemental, un allongement de la durée de vie de 10% va me permettre de réduire en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de 9%, puisque je vais être moins impactant sur l'entièreté de la durée de vie du produit. Donc, je regarde un peu la vision macro. Ces impacts ressources, ces impacts matières vont être dilués, on va dire, dans le temps, et ça va me permettre de diminuer et d'optimiser mes achats de produits neufs. Je termine juste, vous avez beaucoup d'enseignements un peu plus détaillés sur le rapport, n'hésitez pas à creuser ces éléments. Tout à fait. Merci beaucoup Maëlle. Et enfin, pour vous parler de la troisième étude de cas, donc l'étude de cas réalisée avec BNP Paribas et plus spécifiquement au sein du coup d'une joint venture entre BNP Paribas et une entreprise du nom de 3Step IT qui fournissent du coup un service de gestion de cycle de vie sur les flottes informatiques avec l'objectif d'apporter une nouvelle vision, de dépasser les limites de ce que peut être par exemple le leasing traditionnel et donc d'apporter des impacts notamment circulaires
à un nouveau modèle financier. Globalement, ce qu'il propose donc, dans de nombreuses géographies européennes, mais on s'intéressait particulièrement à la France, c'est donc ce service de gestion de cycle de vie des flottes de matériel IT sur donc, des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, et avec un modèle circulaire qui est axé principalement sur donc, une forme d'économie de la fonctionnalité. Nous, on s'intéressait à une seule catégorie de produits, malgré ce qui est marqué sur la slide, donc, qui sont donc les ordinateurs portables. D'autres études en parallèle ont été réalisées sur la partie tablette et smartphone, mais aujourd'hui, et dans le rapport complet, vous ne trouverez que la partie sur les ordinateurs portables. À nouveau, pour vous montrer un petit peu donc cette logique de comparaison inspirée donc des ACV comparatives, on a regardé, donc on a pris comme unité fonctionnelle le fait de mettre à disposition un ordinateur portable à un salarié pendant 4 ans en France. Vous voyez ici le schéma du scénario linéaire donc qui correspond à la possession traditionnelle. Donc, l'utilisateur d'une entreprise achète son ordinateur. Donc, on a pris un modèle de référence qui est un modèle représentatif à la fois du marché professionnel aujourd'hui, mais aussi du catalogue donc de BNP Paribas Restap IT. Et donc, au bout d'une durée d'utilisation moyenne en France de 5 ans pour les ordinateurs portables professionnels, on a la fin de vie, en tout cas de la première vie du produit, ce qui nous emmène du coup dans sa deuxième vie avec des gros guillemets, puisque vous pouvez voir que dans l'étude des flux justement de la seconde vie, on peut voir qu'en fait une grande partie de ces flux ne conduit pas justement à une seconde vie. C'est un problème de la filière des 3E aujourd'hui, avec de nombreuses études qui sont réalisées notamment par les éco-organismes pour comprendre où vont du coup les nombreux flux non collectés, dont une grande partie donc, finissent dans des filières qui ne sont pas souhaitables du point de vue de l'économie circulaire, de l'enfouissement à ce qu'on va considérer comme par exemple, les exports illégaux vers des géographies, notamment des marchés africains, avec des approximations des taux de réemploi sur ces marchés-là très, très faibles. Ce qui nous mène donc, pour les quelques flux réutilisés, à une durée donc, moyenne de seconde vie de 3 ans. À ça, on compare du coup le modèle étudié de BNP Paribas Restap IT, où l'utilisateur choisit un ordinateur donc, qui est le même, et donc au sein du catalogue offert par la joint venture, et va l'utiliser en moyenne pendant 4 ans. Donc, très intéressant déjà de constater qu'en moyenne, l'ordinateur est utilisé un peu moins longtemps que sur le marché linéaire, ce qui est, entre guillemets, un peu moins circulaire. Là où, évidemment, le modèle va se différencier et va tirer le gros de son impact, c'est qu'à l'issue de ces 4 premières années d'utilisation, l'ensemble des ordinateurs sont ensuite collectés, récupérés, et 97% de ces ordinateurs vont être soumis à un reconditionnement qui va leur permettre de bénéficier d'une seconde vie, avec une durée moyenne de seconde vie autour de 3 ans. Les 3% restants sont donnant lieu du coup à un recyclage matière. Ce qui évidemment au global, vu que là on parle de flux, la très grande majorité des flux, 97%, conduit globalement à un allongement de la durée de vie des équipements sur leurs 2 premiers cycles de vie, et du coup on va voir que ça a tout un ensemble d'impacts environnementaux, sociaux et économiques. Donc tout d'abord, sur la partie, on va dire vraiment environnementale, il y a effectivement une utilisation des matières qui est plus efficace. Globalement, on consomme, sur les 2 premiers cycles de vie, on consomme moins de matière dans le scénario circulaire, puisque les ordinateurs sont utilisés 2 fois, au lieu de conduire du coup à une mise à l'écart, puis à un rachat d'ordinateurs neufs, qui conduisent du coup à de nouvelles extractions. Donc, on a calculé la réduction de matière utilisée, mais aussi on avait accès au MIPS, donc qui est les matières indispensables par unité de service, que vous connaissez peut-être sous le nom de bagages écologiques, et avec une réduction totale du coup de l'empreinte matière de 24%, grâce au reconditionnement quasi systématique et du coup à la prolongation de la durée de vie des équipements associés. On a également une utilisation prolongée, donc rentable des ressources,
En effet, les matériaux au sein de l'ordinateur donc, sont utilisés plus longtemps, ils sont utilisés sur 2 cycles de vie. Ils sont aussi valorisés au travers d'une seconde vente avec 2 boucles du coup d'usage, et ils dégagent donc plus de valeur économique. Ils diversifient les sources de revenus, ce qui est évidemment source de résilience économique, en permettant un prix d'usage réduit pour les clients. Et le 52% qui est mis en avant, du coup, c'est ce fameux indicateur de découplage dont je vous parlais un peu plus tôt, puisqu'on a d'un côté un peu plus de chiffre d'affaires dégagé sur l'ensemble de toutes les ventes des cycles de vie, donc le modèle financier initial et la revente en seconde vie, mais aussi une baisse de l'utilisation des matières. Donc on est effectivement sur des matières qui partent, on va dire, la manière de le voir serait de dire que chaque kilo de matière dégage 52% plus de valeur économique que dans le modèle standard linéaire, ce qui va peut-être aussi à l'encontre de considérations sur les modèles écologiques qui seraient moins efficaces que les modèles linéaires. Ici, on voit bien de manière chiffrée que le modèle circulaire est plus efficace d'un point de vue économique en dégageant plus de matière. Et sur l'étude des impacts sociaux et logistiques associés, on a pu constater, parce que le modèle circulaire se base quand même sur un premier cycle de vie d'un produit neuf, c'est vrai, mais la seconde vie ayant lieu en Europe, on a pu calculer du coup le pourcentage de distribution, les distances associées à la distribution de la seconde vie. On a pu constater qu'au global, en cumulant, en comparant du coup les 2 cycles de vie, on avait bien on avait le droit du coup on voyait une réduction donc de 12 000 km au global sur les 2 cycles de vie dans le modèle circulaire, parce que les ordinateurs principalement aujourd'hui viennent de Chine et sont véhiculés et ensuite sont transportés par bateau jusqu'en France sur à peu près 20 000 km, et donc avec la mise en place d'une seconde vie principalement très majoritairement européenne, on avait donc au global une réduction des distances et donc la création de modèles et de chaînes de valeur plus régionales, pas forcément locales, mais en tout cas plus régionales, avec du coup forcément un impact sur des emplois locaux qui relocalisent une partie des chaînes de valeur, et y compris sur des emplois qui sont sur des modèles qui sont plus intenses en capital humain que les chaînes très automatisées, très robotisées de production initiale, et avec en plus des besoins, puisqu'on est sur de la réparation, du reconditionnement, des enjeux de formation et de main-d'œuvre qualifiée, beaucoup plus que sur les chaînes de production initiale qui sont beaucoup plus automatisées, beaucoup plus robotisées. Voilà un petit peu pour l'ensemble à nouveau, il y a plus de détails qui sont disponibles dans le rapport final, qui est accessible gratuitement depuis le site de Circulaire, qui a une petite vue sur quelques impacts choisis. Maintenant, on va utiliser les quelques minutes qui nous restent pour vous parler un peu des grands enseignements qui ressortent de ces études de cas, à la fois des enseignements circulaires, mais aussi méthodologiques sur l'application de nos listes d'indicateurs. Donc, je vais vous parler des principaux apports circulaires de ces études de cas, et ensuite Maëlle vous parlera des enseignements méthodologiques de ces études de cas. Donc, tout d'abord, dans les apports circulaires, on a pu avoir au travers de ces 3 études de cas la preuve concrète que la circularité est possible dans les projets, et qu'on peut apporter une preuve concrète et mesurée de cette circularité incrémentale, relative, en addition par rapport aux standards de l'industrie. On a pu voir également des consommations de ressources optimisées avec une réduction des entrants. On pensera notamment à la réduction de bitume consommé dans l'étude de cas de EDF, qui a nécessité des politiques de coopération, de synergie, de symbiose industrielle, mais en tout cas qui a permis la réduction des intrants, et notamment des intrants fossiles consommés. On a également vu des maximisations des durées d'usage. On l'a vu dans le cas Veolia, avec la maximisation de la durée technique d'utilisation des équipements Veolia au sein des différentes business units de Veolia, mais également dans le modèle de BNP Srep IT, où on a pu voir la maximisation des durées d'usage des ordinateurs avec la garantie d'une seconde vie pour ces équipements au travers du reconditionnement quasi systématique.
et une meilleure productivité matière qui est vraie du coup pour les études de cas à la fois Veolia mais aussi BNP et Stripe IT, où on a pu voir que la maximisation des durées d'usage s'accompagne d'une meilleure productivité des matières, plus de valeur économique qui est dégagée par par kilo de matière utilisée. Et on a pu voir également des flux sortants valorisés, des déchets réduits, en prolongeant l'usage, en valorisant les produits en fin de vie. Ça, c'est quelque chose que l'on a pu constater dans l'ensemble des études de cas, que ce soit pour EDF, avec une meilleure valorisation effectivement des déchets de chantier qui sortaient, et du coup qui n'étaient plus des déchets. On a pu le voir aussi dans BNP Stripe IT, où effectivement, par la garantie d'une seconde vie, du coup, on réduisait les déchets immédiats à l'issue du premier cycle de vie. Pour continuer sur les apports circulaires, dans les 3 études de cas, on a eu la chance et la possibilité de pouvoir mesurer les gains environnementaux, principalement liés à l'optimisation des ressources, mais pas que. On a pu le mesurer dans les 3 cas en émissions de CO2 équivalent, et donc sur l'impact climatique, mais on a pu est revenu beaucoup également la consommation d'eau, la réduction de la consommation d'eau totale. On a pu le mesurer notamment par exemple pour EDF, à la fois en le mesurant sur l'utilisation d'eau sur le chantier, mais aussi au global sur le cycle de vie. On a pu mesurer quelques autres indicateurs environnementaux intéressants. J'ai cité l'impact sur les cycles biogéochimiques, par exemple pour EDF, mais également on a pu mesurer le MIPS aussi, je vous mentionnais, pour BNP Stripe IT, sur donc, le bagage écologique en rapport avec la consommation de ressources. Une économie plus résiliente, faisant de la circularité un levier stratégique face aux enjeux économiques et réglementaires. Alors ça, je ne l'ai pas trop abordé, mais sur la question du réglementaire, par exemple, les chantiers éco-responsables de EDF présentaient des avancées et des anticipations de mesures réglementaires qui apportaient de la résilience aux entreprises, puisque ce sont notamment sur les enjeux de particules fines, et de questions sanitaires pour les zones urbaines. Ce sont des enjeux qui ensuite qui sont passés dans la réglementation et qui garantissaient du coup à EDF, par l'anticipation de ses besoins réglementaires, de pouvoir continuer à être candidat à des appels d'offres publics. Donc on a bien un enjeu de résilience économique. Mais aussi, j'ai cité par exemple sur Veolia, effectivement, une optimisation des coûts de l'entreprise et du coup avec des enjeux économiques forts. Sur les co-bénéfices sociaux, on a pu le mesurer, c'était évidemment, on s'attendait, c'était pas forcément la partie la plus facile, faute de data disponible sur le sujet, qui reste quand même toujours le sujet moins regardé par les entreprises, mais que voilà, on essaie de changer aussi petit à petit. Néanmoins, on a pu mesurer des choses. La création d'emplois locaux, j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant, l'amélioration des conditions de travail avec la substitution, par exemple, de chaînes mondialisées, fortement capitalistiques, très automatisées, dans des pays parfois avec un regard moindre sur les conditions de travail, moins réglementées, et la bascule vers des modèles plus régionalisés et la relocalisation des chaînes de valeur, mais aussi au-delà des conditions de production en elles-mêmes, un accès aussi d'un point de vue plus utilisateur, usager, consommateur, l'accès facilité à certains équipements jugés essentiels. Il y a eu des très beaux débats en interne au sein de la coalition, justement, sur cette dimension-là, sur la dimension potentiellement sociale de certaines formes de consommation et les limites, justement, de cette appréciation. Vous pourrez trouver à nouveau plus de détails au sein du rapport. Et enfin, sur les apports circulaires, on a pu constater, moins sur les résultats, mais plus au niveau des logiques à l'œuvre au sein des études de cas, on a pu constater un besoin d'accompagnement. On a pu voir que ces 3 études de cas ne se sont pas imposées d'elles-mêmes, malgré les bénéfices qui ont été effectivement mesurés, mais que l'économie circulaire a un besoin
pour s'imposer, de sensibilisation, aussi de pratiques simples qui sont nécessaires pour favoriser justement l'adoption de ces pratiques circulaires. Je pense effectivement, par exemple, au cas EDF, où on a pu voir, par exemple, sur la question de l'enrobé, qui nécessite de la coopération entre les différents acteurs économiques, des synergies qui ne sont pas faciles à mettre en place et qui nécessitent du coup voilà, des vrais investissements en capital non financiers, mais du coup notamment en temps, juste pour établir des nouvelles pratiques de coopération. Je pense aussi à Veolia, où le processus d'achat par Life to Life est en concurrence avec un processus hyper simplifié pour les achats neufs, parce que c'est le processus historique qui a eu le temps d'être très optimisé. Et donc il y a besoin de simplifier aussi le processus circulaire pour le rendre aussi facile d'accès et d'usage pour les utilisateurs en interne que le processus classique d'achat linéaire, enfin d'achat neuf. Et dans le cas... Enfin oui. Et du coup, et le dernier apport, le dernier apprentissage, c'est une meilleure connaissance des flux comme condition pour construire une stratégie complète et maximiser les bénéfices. Ça, c'est un vrai sujet. On a parlé de la simplification, de la sensibilisation. Il y a un vrai enjeu data aussi, de mieux comprendre, mieux connaître les flux pour pouvoir mieux les mesurer et pouvoir construire vraiment cette stratégie qui soit complète, qui soit efficace, qui cible les zones d'amélioration les plus fortes pour maximiser justement les bénéfices, pour bien comprendre comment fonctionne le modèle et comment l'optimiser. Voilà un petit peu une vue sur les apports et les apprentissages globaux de ces 3 études de cas. Et maintenant, je vais passer la main du coup à Maëlle qui va vous parler des principaux apports d'apprentissages méthodologiques liés à ces études de cas. Et merci Quentin. Et pour terminer tous ces enseignements, on a aussi pu identifier et comprendre les enseignements en rapport avec la méthodologie. Les premiers points très positifs de notre côté, c'est qu'on a une approche qui est alignée aux standards, c'est-à-dire que les indicateurs que vous a présentés, Quentin, ce sont des indicateurs qui potentiellement existent déjà et ont déjà été calculés dans d'autres cadres. L'objectif, ce n'est pas de sursolliciter non plus les entreprises, de ne pas leur demander de calculer des indicateurs supplémentaires. Aujourd'hui, elles sont sursollicitées de part et d'autre pour rendre des comptes et identifier et collecter différentes données. Là, on veut vraiment capitaliser sur ce qui est déjà collecté, sur ce qui représente déjà des standards, identifier, comme Quentin l'a précisé en première partie, identifier ceux qui vont nous permettre de mesurer la circularité et de les mettre en lumière. Donc là, ça fonctionne vraiment. On a des indicateurs qui respectent les référentiels, notamment CSRD et l'ISO 59000 en lien avec l'économie circulaire. Donc, ce sont des indicateurs qui sont potentiellement plus faciles et déjà existants, qui vont nous permettre d'aller un peu plus vite en termes de collecte de données. On s'est aussi rendu compte, on a identifié que cette liste d'indicateurs, c'est finalement ni plus ni moins qu'une boîte à outils complète qui va nous permettre d'identifier des leviers d'action, des solutions peut-être que j'ai déjà mis en place, mais aussi des solutions que je vais pouvoir mettre en place auxquelles je n'avais pas forcément pensé dans le cadre de mon projet, mais aussi dans le cadre d'une entreprise. Comment finalement je peux aller plus loin, comment je peux mesurer mon niveau de circularité. Et si je n'arrive pas à calculer un indicateur, peut-être que je vais pouvoir le mettre en place. Je vais mettre en place une collecte de données qui va me permettre, en N+1, de pouvoir le calculer et donc d'aller un peu plus loin dans ma circularité. C'est vraiment un outil d'exploration et d'apprentissage systémique pour mesurer ma circularité, que ce soit au niveau d'un projet ou au niveau d'une entité. Ça, c'est en fonction du périmètre qu'on va définir avant d'appliquer cette méthodologie. Et in fine, c'est un cadre qui est quand même structurant pour l'amélioration continue. Ça va me permettre d'une année sur l'autre d'évaluer mes progrès, d'ajuster mes pratiques et bien sûr d'optimiser la performance circulaire. Je peux tout à fait définir en année N que voilà, j'ai seulement pu mesurer tel indicateur. Ça reste une bonne base et sur laquelle je vais pouvoir me baser pour aller encore plus loin l'année prochaine. Je vais pouvoir me dire l'année prochaine, je vais être en mesure d'identifier et de calculer ces indicateurs supplémentaires, ce qui va m'amener à être encore plus circulaire et à collecter encore plus de données. Donc, c'est une vraie boîte à outils qui va me permettre de mettre en place une stratégie d'amélioration continue pour aller toujours plus loin. Ça, c'est les premiers enseignements qu'on a pu identifier. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Quentin? Super, merci beaucoup.
Comme on l'a vu sur les 3 études de cas qu'on a identifiées, ce sont 3 études de cas qui sont relativement différentes les unes les autres et ce sont des indicateurs qui vont nécessiter une adaptation au contexte. On va les mobiliser en fonction du type de projet, en fonction du périmètre, en fonction de l'offre qui est étudiée et bien sûr de la disponibilité des données. On l'a vu sur l'étude de cas EDF, on avait à disposition une analyse de cycle de vie qui était déjà réalisée. Donc, c'est une méthodologie, ce sont des résultats qui vont venir nourrir notre méthodologie. À l'inverse, pour l'étude de cas Veolia, on n'avait pas d'analyse de cycle de vie disponible et sur les catégories de produits qu'on a étudiées, on n'avait pas forcément de revue de littérature qui était disponible. Donc, on a fait des hypothèses et auquel cas, on n'était pas en mesure d'émettre des hypothèses. On a fait le souhait de ne pas calculer cet indicateur en expliquant pourquoi. Et à la différence aussi sur BNP Paribas et Freestype IT, on avait de la revue littérature qui était disponible, qu'on a analysée, qui n'était pas menées, en tout cas ce sont des analyses de cycle de vie qui n'étaient pas menées dans le cadre de notre projet, mais par contre qui avaient été menées sur la catégorie de produits en tant que telle, qu'on a pu extrapoler sur notre projet. Donc en fait, on va s'adapter en fonction de la typologie de produit. Est-ce que je travaille sur un service? Est-ce que je travaille sur un couple produit-service? Et quelle est la data disponible? Donc, c'est assez flexible comme méthodologie. Néanmoins, vous l'avez compris, ça nécessite quand même une certaine expertise puisqu'on a adopté pour ça une approche analyse de cycle de vie pour justement bien identifier le périmètre, étant donné aussi qu'on n'est pas en mesure de se dire qu'est-ce qui est circulaire dans l'absolu. On a mis en place une méthodologie d'analyse de cycle de vie comparative par rapport à un scénario linéaire. Mon scénario circulaire va me permettre d'être plus circulaire au regard de tels indicateurs. Donc, on a identifié et on a analysé et on a appliqué cette méthodologie toujours au regard d'une méthodologie d'analyse de cycle de vie. Et enfin, et ça correspond à ce que j'évoquais juste avant, une clarification des ressources requises, comme pour toute analyse de données, pour réaliser des analyses de cycle de vie, pour réaliser des mesures de CSRD, etc. Il va falloir identifier le niveau de collecte de données que je vais avoir. Ça va me prendre du temps, quelle qualité de données je vais avoir, quelle granularité je vais pouvoir avoir. Donc, avant d'identifier, en tout cas de fixer l'ambition de la démarche, il va falloir que j'identifie dans quelle mesure je vais pouvoir et être en mesure de collecter de la donnée. Et ça, c'est tout à fait vrai aussi dans le cadre d'une démarche d'une analyse de cycle de vie. Et enfin, pour terminer sur les derniers apports méthodologiques, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Une attention particulière à la qualité de la donnée au périmètre produit. C'est important pour nous, on a eu le cas sur les 3 études de cas finalement, qu'est-ce que vraiment j'étudie? Et c'est très important, bien en amont, d'appliquer cette méthodologie, de bien cadrer et de bien verrouiller ce périmètre parce que finalement, quand après je vais rentrer dans la granularité des indicateurs, je vais très régulièrement me poser la question, qu'est-ce que je mesure finalement et dans quel niveau de détail je vais? On s'est notamment posé la question sur le cas EDF, qu'est-ce que je mesure? Est-ce que je mesure l'impact et la circularité du produit in fine en tant que tel, qui est finalement la borne, ou alors est-ce que je vais mesurer le chantier en tant que tel, le fait de mettre en place la borne, est-ce que vraiment c'est circulaire cette méthodologie? Quentin l'a précisé dans le périmètre, on est bien sur le chantier en tant que tel et pas sur la borne, parce que si on regarde sur nos 2 scénarios linéaires et circulaires, le produit final c'est le même, c'est une borne. C'est une borne de recharge électrique qui va être disponible à Bron. Donc, bien définir en amont le périmètre. Ça a été aussi le cas pour Veolia. On a essayé de le cadrer au maximum. Sinon, en fait, un indicateur peut être appliqué sur un périmètre qui est très, très large et les résultats ne deviennent plus ou moins pertinents puisque je vais me baser sur potentiellement des périmètres qui ne sont pas pertinents par rapport à mon objectif. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour l'utilisation de l'approche analyse du cycle de vie avec la définition à chaque fois en amont de l'unité fonctionnelle. Comme je vais comparer potentiellement des scénarios qui sont différents, ce que je veux comprendre, c'est est-ce qu'en répondant à ce besoin, à cet usage, d'une manière un peu plus circulaire par rapport à une manière linéaire, est-ce que c'est vraiment circulaire? Est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre en place cette approche-là? Donc, bien attention à cadrer cette démarche en amont avant d'appliquer ces indicateurs. Donc, c'est une méthode qui est flexible puisqu'on l'a vu ici, on a pu l'appliquer sur différentes typologies de produits.
Et un enseignement aussi qu'on a pu identifier, c'est que l'ensemble des études de cas qu'on a menées, ce sont plutôt des études de cas servicielles. Aujourd'hui, on aimerait aussi appliquer ces études de cas sur des produits en tant que tels. Mais cette méthodologie, elle va être possible sur différents secteurs, sur différents périmètres, que ce soit un service, un couple produit-service ou seulement un produit. Néanmoins, on ne va pas pouvoir appliquer de manière mécanique ces indicateurs parce qu'il y a des interprétations à avoir derrière et parce qu'il y a une réflexion systémique sur le périmètre analysé qui est indispensable pour être pertinent au regard de l'objectif et au regard de l'unité fonctionnelle qu'on va avoir définie en amont. Voilà un peu pour tous ces apports méthodologiques. Bien sûr, ils sont bien plus détaillés dans le rapport. N'hésitez pas à vous y plonger et surtout à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Et pour terminer, est-ce qu'elle peut passer? Super. Pour terminer cet agenda, on a identifié déjà des perspectives pour continuer sur une 3e année. Les premiers grands constats, c'est qu'on a pu appliquer cette liste d'indicateurs sur 3 études de cas. Et sur ces 3 études de cas, on a pu réaliser de nombreux enseignements, tant sur l'économie circulaire que Quentin a pu vous présenter, mais aussi dans le cadre méthodologique de l'application de cette liste d'indicateurs. Et ce qui nous a permis d'identifier beaucoup d'axes d'amélioration assez mobilisables rapidement. C'est déjà faire plus d'études de cas. Vous les précisez juste avant, on est plutôt sur des études de cas qui sont à portée servicielle. Aujourd'hui, on aimerait les tester plutôt sur un produit en tant que tel, avec un cas d'usage plutôt industriel. Mais l'objectif de cette méthodologie, c'est de l'appliquer encore plus, de la rendre accessible, de la rendre la plus détaillée possible et de favoriser ces interprétations dans le plus de cas d'usage. Donc, faire plus d'études de cas, et surtout faire rayonner ces enseignements. Là, on l'a vu, on a des enseignements tant circulaires que méthodologiques qui sont super intéressants et qui apportent beaucoup, que ce soit en termes de circularité, mais en termes de mesure de la circularité. Donc, au-delà de notre public plutôt dit expert, comment on va accompagner la prise en main de ces enseignements, comment on va aider les entreprises à prendre en main cette méthodologie et à elles-mêmes l'appliquer sur son propre périmètre. Donc, un vrai enjeu de communication et d'enseignement sur ces éléments-là et comment on va pouvoir valoriser tout ce travail qui a déjà été fait. Donc, c'est un vrai axe d'amélioration sur une potentielle année 3. Ce qui nous amène, du coup, à l'ouverture d'une année 3 potentielle. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Quentin? Super. Avec 2 grands objectifs. Le premier, comme je l'ai évoqué, c'est approfondir et réaliser davantage d'études de cas pour couvrir plus de cas et notamment des cas industriels. Et bien sûr, consolider les apprentissages de l'année 2 sur un périmètre qui est un peu plus représentatif que ces 3 études de cas. Et bien sûr, communiquer, définir les différents publics possibles et prioritaires sur ces travaux, définir les objectifs, comment convaincre, quel format on va pouvoir mettre en place en fonction des publics qu'on souhaiterait adresser sur la communication en lien avec cette méthodologie. Et bien sûr, produire cette communication et diffuser ces formats aux différents publics. Et pour ça, on a un atelier qui est prévu pour justement nourrir cette réflexion et préparer cette année 3 qui aura lieu le 14 novembre de 14h à 16h. N'hésitez pas à vous inscrire ou revenir vers nous, si vous souhaitez plus d'informations. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions vis-à-vis de cette coalition ou à télécharger notre rapport sur le site internet de Circulaire si vous êtes intéressé par plus de détails. Voilà, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.